Salut la compagnie, c'est Jules Melon et voici l'heure donc du traditionnel top 2021 des films sortis donc que ce soit au cinéma ou sur les plateformes streaming. Et franchement les amis, quelle belle année nous avons eue pour le 7e art. Vraiment énormément de films marquants ou du moins bons voire très bons. J'en ai isolé une cinquantaine que je vais séparer en trois catégories qui ne sont pas vraiment des catégories. D'abord les mentions spéciales, quelque part classées entre la 31e et la 50e place. Puis ensuite je vais évoquer ceux qui ne sont pas forcément passés très loin du top 10, donc entre la 30e et la 11e place. Et ensuite je finirai avec le traditionnel top 10 un peu plus détaillé. Alors commençons sans plus attendre par ces films que j'ai vraiment appréciés, mais dont j'ai su très vite qu'ils ne seraient pas potentiellement candidats à mon top 10. Cependant, ils méritent vraiment d'être cités ici. Par exemple, au niveau blockbuster, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mon MCU préféré de 2021, et Mourir peut attendre, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Sur Netflix, l'un des premiers films que j'ai vu en 2021 d'ailleurs, Pieces of a Woman, et Don't Look Up, l'un des derniers, c'est amusant. Et il y a également ces revenge movies solitaires, un peu sombres, alors là c'est une catégorie assez vague, comme Pig avec Nicolas Cage et Nobody. Et citons aussi Médecin de nuit, qui est un des meilleurs films français de l'année. Et d'ailleurs, dans cette catégorie-là de métrages sortis dans notre pays, mais venus de notre pays surtout, rajoutons Petite Maman de Céline Sciamma, Pointe Noire, même s'il y a des défauts, il y a quand même du vrai cinéma derrière, ou encore Teddy. Et qui dit Teddy dit film d'horreur. Et dans cette mouvance-là, nous avons eu également Sainte Maud, Sans un bruit d'eux, très bonne suite, Malignant de James Wan, qui est assez fascinant malgré ses défauts, ou encore Affamé de Scott Cooper, qui va au-delà de l'horreur. Au niveau de l'animation, je vais mettre en avant Ride Your Wave, venu du Japon, Run des blocs, que j'ai préféré au Mitchell contre les machines, et Princesse Dragon, qui est un film français. Tandis que du côté des légendes et de la vieille garde, on s'est fort bien défendu en 2021. Exemple House of Gucci de Ridley Scott, sachant que l'autre film de Ridley Scott est bien plus haut dans mon bilan, et le Cry Macho de l'éternel Clint Eastwood, qui a été assez décrié mais que j'ai bien apprécié. Et à part, pour finir ces mentions honorables, j'ai envie de mettre en avant First Cow de Kelly Reichardt, qui questionne l'Amérique d'une manière fort belle et profonde. Passons maintenant aux 20 films qui auraient très bien pu intégrer mon top 10, mais évidemment, il fallait faire des choix. Et plus on va progresser dans cette liste, et plus on se rapprochera du dénouement final. Citons par exemple Désigné coupable de Kevin MacDonald, inspiré de faits réels, un film vraiment brûlant, porté par un Tahar Rahim excellent et secondé par des Jodie Foster et Benedict Cumberbatch qui ne sont pas de reste. Ensuite, j'avais envie de parler de Evangelion 3.0, 1.0, l'ultime métrage de cet univers, toujours réalisé par Hideaki Anno, qui va vous faire exploser le cerveau, mais qui propose des plans et on va dire une animation d'avant-garde exceptionnelle. Restons dans l'animation avec ce qui est pour moi le meilleur Disney Pixar de l'année, Encanto, la fantastique famille Madrigal, portée par de très bonnes chansons et avec une histoire plutôt touchante qui se laisse suivre avec plaisir. Petit détour par la France de temps de 2 métrages, avec tout d'abord À l'abordage de Guillaume Braque, qui est assez inaperçu de par sa sortie assez confidentielle en salle, mais qui a été diffusé sur Arte, un petit film humaniste simple, porté par des acteurs plus ou moins amateurs d'ailleurs, qui n'avaient pas fait grand chose jusqu'ici, fort crédibles. Et dans un autre style, Les choses humaines d'Ivan Attal, un film réaliste assez dur sorti en fin d'année qui va nous parler d'un viol et nous présenter les différents points de vue de l'accusé et sa famille et de la victime avec son entourage jusqu'à ce final en mode procès profondément marquant. Last Night in Soho d'Edgar Wright. Alors celui-ci, je l'aurais imaginé beaucoup plus haut dans mon top, cependant, plus j'y pense, plus la fin me laisse un peu sceptique. Cependant, l'ensemble est brillamment interprété, notamment par Thomasin McKenzie, et la réalisation est, comme d'habitude avec le monsieur, au top. Wendy de Ben Zeitlin, rattrapé sur le tard, un film qui est très peu sorti en France malheureusement. Une relecture du conte de Peter Pan avec une caution moderne et réaliste qui mérite vraiment le détour.
Enchaînons ensuite avec Palm Springs de Max Barbakoff, qui est en fait le premier film 2021 que j'ai vu, fin 2020. Et j'avoue, j'ai un peu triché avant sa sortie française, mais après je l'ai revu et j'ai vraiment apprécié ce petit film très sympathique en mode romance, comédie, fantastique, dans une boucle temporelle. Puis vient le tour du fameux Benedetta de Paul Verhoeven, avec la brillante Virginie Efira. À la sortie de la séance, j'étais en mode questionnement de certaines choses, bien que j'ai apprécié d'ailleurs au premier visionnage, mais je l'ai revu depuis, à la hausse, pas suffisamment cependant pour lui faire intégrer le top 10, ni même le top 20. Par contre, évidemment, nous avons ici une œuvre profondément sulfureuse. Le souci, c'est que la même année du monsieur, j'ai découvert La chair et le sang ou Black Book, que je préfère, donc forcément ici, Benedetta souffre un petit peu de la comparaison, mais ça reste vraiment un très bon film. Nomadland de Chloé Zhao, qui a aussi fait Les Éternels en 2021, mais voilà, je préfère clairement ce brûlot, d'une de mes séances les plus marquantes d'ailleurs, mais après le film est un petit peu retombé dans mon esprit, cependant il est porté par une grande Frances McDormand, et ce côté très réaliste, contemplatif d'une Amérique assez oubliée, franchement fascine, et je le reverrai avec grand plaisir. On arrive à la 20e position, et à cette place, j'ai choisi le film d'animation français Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert, qui nous offre de magnifiques images contemplatives de montagne, mais aussi une belle aventure humaine et psychologique. Franchement, une magnifique expérience en salle que je vous conseille dès que possible en rattrapage DVD Blu-ray. Allez, on se rapproche de plus en plus et on continue avec La Loi de Téhéran, un film iranien réalisé par Saïd Roustahi, vraiment un grand métrage que je regrette de ne pas être allé voir au cinéma. Malheureusement, le timing était mauvais à cette époque, je l'ai rattrapé ensuite, donc en fin d'année, et franchement, je pense que si je l'avais vu en salle obscure, il n'aurait pas été loin du top 10, voire peut-être dedans. Sound of Metal de Darius Marder, que lui j'ai eu la chance de voir en salle, et quelle expérience notamment sonore. Je pense qu'il faut le voir dans ces conditions. Après, si vous avez un très bon sound system chez vous, vous allez profiter de chaque détail. C'est un film très dur quand même, très humain aussi. Mais ouais, à voir, vraiment. Un film dont peu de gens ont parlé cette année. The Suicide Squad de James Gunn en 17e position, et c'est le meilleur film de super-héros pour moi haut la main de cette année 2021. Inventif, même s'il reprend les codes du genre, drôle sans être trop pipi caca popo, avec un gros final. Merci James Gunn. Malheureusement, eh bien, ce brûlot a été un flop au cinéma. On enchaîne avec deux films français. D'abord, Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille, leur premier long métrage, avec notamment la révélation Alcénie Batili, un film sur la banlieue mais qui appelle à la fois à la réalité et à l'imaginaire, remarquablement filmé avec une superbe bande-son. Ça m'a pris aux tripes de A à Z. Franchement, pour un premier film, c'est brillant. Et ensuite, une grosse surprise, puisqu'à la base, je comptais même pas voir ce film au cinéma, j'ai choisi la séance presque par hasard. Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit, sorte de comédie dramatique, parfois romantique, théâtrale, burlesque, réaliste, film choral avec des actrices et acteurs toutes et tous très impliqués, et puis des moments flamboyants, parfois même des touches à la Tarantino. Bref, une œuvre très riche que je reverrai en priorité dès qu'il sera disponible, ce film, en version physique. Dune de Denis Villeneuve, et non, il n'est pas dans mon top 10, et pourtant c'était l'une de mes plus grandes attentes de l'année. Alors pas que j'ai été déçu, au contraire, juste que je me suis rendu compte au visionnage qu'il s'agit en fait que de la première partie d'un film qui sera complété que par sa deuxième, qui heureusement a été confirmée par la Warner puisque le métrage a fonctionné au cinéma, belle surprise d'ailleurs. Franchement, il n'y a rien à reprocher, Denis Villeneuve a fait un très bon travail, peut-être presque trop proche et trop sage par rapport à l'œuvre originale, mais un film vraiment qui restera parmi les meilleures expériences en salle de l'année 2021. 13e position maintenant. Est-ce que ça lui portera chance quant à son succès en sortie physique? Parce que malheureusement en salle il est passé un peu inaperçu. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, du français Arthur Harari, et pourtant il s'agit d'une histoire réelle, japonaise assez extraordinaire. C'est un des films que j'ai découvert vraiment en toute fin d'année, d'ailleurs j'en ai fait un podcast avec l'ami Thierry, et franchement, grande réalisation, superbe narration, des acteurs principaux, les deux qui jouent Onoda, absolument à fond, un film vraiment à déguster en profonde intimité et à voir
d'urgence. Supernova de Harry McQueen, voilà un film qui m'a fait pleurer, l'un des plus touchants et bouleversants de l'année 2021, avec un duo d'acteurs remarquables, Colin Firth, Stanley Tucci, ce dernier nommé d'ailleurs réalise ici l'une des meilleures performances masculines à mes yeux de l'année précédente. L'histoire donc de cet homme en fin de vie, accompagné jusqu'au bout par son compagnon, qui porte bien son nom du coup. Et voilà, rien de plus à dire, il faut le voir ce film, il faut vivre l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Et nous voici arrivés donc à ce film qui échoue aux portes du top 10, et pourtant j'aurais adoré qu'il y soit, du cinéma français ambitieux comme on aime en voir, une grande fresque adaptée de Balzac, réalisée par Xavier Giannoli, Illusion perdue, et pourtant il est long le métrage, mais on ne s'ennuie jamais, car les personnages sont brillamment écrits et interprétés par des actrices et acteurs au top, avec notamment la révélation qui devient confirmation, Benjamin Voisin, même Depardieu est impliqué à fond dans son petit rôle, sans oublier la reconstitution historique grandiose et minutieuse. Voilà, c'est un film qui a mis quasiment tout le monde d'accord. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à vous le procurer dès sa sortie en DVD Blu-ray. Voilà, maintenant il est l'heure d'attaquer le fameux top 10. En gros, ces 10 œuvres qui m'ont le plus marqué en 2021 au cinéma. Et on commence par la 10e position. J'ai choisi à cette place le nouveau film de Mamoru Hosoda, Belle, animation japonaise d'un metteur en scène que j'apprécie beaucoup et qui m'a une nouvelle fois épaté avec un film qu'on pourrait qualifier de Summer Wars 2.0, Summer Wars étant d'ailleurs mon film préféré encore à date du monsieur, mélangeant virtuel et réalité, tout en transposant dans cet univers le fameux conte La Belle et la Bête, et avec un final profondément dramatique et humain. Le monde qui nous y est présenté est d'une richesse absolue, tant sur le plan de l'animation que sur celui des personnages parfaitement développés, surtout l'héroïne, dont l'évolution est constante jusqu'à une finalité sur laquelle je ne vais rien dire, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de rattraper encore ce film en salle, on ne sait jamais, il est peut-être encore à l'affiche quelque part, ou bientôt en version DVD Blu-ray, franchement, je vous le conseille vivement, surtout si vous aimez l'animation japonaise. En 9e position, nous retrouvons Le Dernier Duel, l'autre film de Ridley Scott en 2021. Je vous avais parlé de House of Gucci déjà, plutôt dans ce bilan, mais quelques semaines avant, eh bien pour moi, Monsieur Scott a sorti l'un de ses métrages les plus brillants, du moins de ces 10-20 dernières années. Un brûlot historique basé sur des faits réels qui se déroulent en France, qui nous offre un triple point de vue sur une sordide histoire de viol et de possession, mettant en scène deux hommes en plein conflit et surtout, au milieu, une femme qui essaye tout simplement de faire valoir ses droits, interprétée brillamment par Jodie Comer, l'une des révélations de l'année et qu'on avait aussi vu d'ailleurs dans Free Guy. À ses côtés, Matt Damon et Adam Driver, sur lequel nous reviendrons d'ailleurs, ne sont pas en reste, avec cet épilogue nous menant justement à ce duel déjà teasé au début du métrage, et qui offre une conclusion assez brutale à ce film profondément inoubliable. En 8e position, Le Peuple Loup, ou Wolfwalkers en VO, réalisé par l'Irlandais Tom Moore, qui est pour moi donc le meilleur film d'animation de 2021. Un conte à la fois enfantin et à visée adulte sur cette opposition entre la nature et la religion dans un contexte lui aussi médiéval, comme Le Dernier Duel. L'animation y est bluffante avec des moments féeriques, une BO remarquable, et puis cette amitié donc entre, on va dire, l'enfant loup et l'enfant humain qui vont forcément croiser leur destin. Petit bijou, franchement, si vous ne l'avez pas vu, parce que malheureusement il n'a pas été bien distribué, rattrapez-le dès que vous pouvez. Bon, j'ai l'impression de me répéter avec mes rattrapez-le dès que vous pouvez, mais franchement, tous les films que je mentionne ici méritent le coup d'être vus. Et celui-ci, clairement, également. À la 7e place, L'événement, réalisé par Audrey Diwan, peut-être le film français le plus important de l'année sur le plan d'un témoignage historique, ma foi, fort récent, qui nous rappelle qu'il y a à peine quelques années en France, les femmes n'avaient pas encore le droit d'avorter.
Et nous allons suivre ici le combat d'une jeune fille au début des années 60 qui cherche à disposer librement de son corps, enceinte malgré elle, et qui veut donc tout simplement trouver un moyen illégal de ne pas avoir cet enfant. Et c'est assez violent parce que le film ne prend pas le spectateur par la main, très naturaliste, la caméra suit souvent la protagoniste principale, et il y a quelques scènes, on va dire, assez brutales qui nous montrent la réalité de l'époque. On ressort de là profondément touché et marqué par ce message, adapté d'ailleurs d'un roman écrit par tout simplement une femme qui a vraiment vécu cette terrible histoire, mais qui, après, a réussi à se libérer, notamment à travers l'écriture. La 6e position revient au fameux Titane, le vainqueur surprise de la Palme d'Or 2021 au Festival de Cannes, 2e long métrage de Julia Ducournau avec la révélation Agathe Roussel, un brûlot, ma foi, très intense, un petit peu dérangeant qui a profondément divisé, beaucoup de gens ont détesté, d'autres ont adoré. Franchement, je l'ai vu une 2e fois et j'apprécie toujours autant, avec beaucoup de degrés de lecture, des thématiques passionnantes et profondes, que ce soit sur la filiation, le deuil, le rapport au corps, à l'identité, et j'en passe. Évidemment, on pourrait y trouver certains défauts dans l'excès, mais c'est exactement, à mon avis, voulu de la part de Julia Ducournau, qui a cherché à choquer, clairement, à travers une histoire dure et brutale, qui clairement en appelle à David Cronenberg ou encore Carpenter, mais qui aussi a sa patte personnelle et dont on a besoin, j'ai envie de dire, oui, dans le paysage cinématographique français. À la 5e place, Matrix Résurrection, le 4e volet de la saga, réalisé par Lana Wachowski, peut-être l'œuvre qui m'a fait le plus réfléchir à la sortie de la séance et qui grandit encore dans mon esprit, pas pour rien que j'ai décidé d'en reparler il y a peu avec l'ami Thierry. Voilà, c'est une œuvre qui rentre parfaitement dans son époque, avec une visée assez cynique et critique de l'industrie actuelle, mais aussi de la société. Finalement, on n'est pas si éloigné que ça du premier Matrix dans le propos. Bien sûr, il y a eu une évolution, et l'autrice Lana Wachowski a clairement voulu mettre cela en avant, quitte à désarçonner un petit peu et décevoir les fans de la première heure. Bien sûr, il serait évident d'y voir une forme d'hypocrisie, puisqu'il s'agit d'un film produit par la Warner, mais à mon avis, la réalisatrice a totalement assumé ce point et utilisé un petit peu, du coup, cette industrie qu'elle dénonce afin de faire passer son message avec une voix plus forte. Maintenant, on en fait ce qu'on veut, mais à mes yeux, l'intrigue est suffisamment claire et limpide, notamment autour des thématiques de l'union et de l'amour, pour en faire un brûlot convaincant et cohérent, mais forcément éloigné de cette image de la matrice peut-être qu'on avait il y a plus de 20 ans. Mais oui, le monde a évolué, c'est normal. 4e position est donc au pied du podium, Les Olympiades de Jacques Audiard, qui nous surprend ici avec un film assez différent de ce qu'il avait pu faire dans sa carrière, et avec des jeunes actrices-acteurs remarquables. Là aussi, nous tenons 2 révélations, Lucy Zhang et Makita Samba, rajoutez à cela la présence de Noémie Merlan, qui n'a déjà plus rien à prouver, et nous obtenons ici un film profondément esthétique, avec un magnifique noir et blanc, et cette faculté de filmer les corps en les mettant en valeur, qui rend du coup cette œuvre profondément poétique, un petit peu hors du temps, dans un Paris du 13e arrondissement, pourtant très terre-à-terre. Une vraie chronique de vie, assez simple sur le papier, avec des protagonistes qui s'aiment, qui ne s'aiment plus, qui se rencontrent, qui se croisent, qui se séparent et qui se retrouvent. Il n'y a parfois rien de plus beau que ce cinéma qui dépeint une certaine réalité avec une touche onirique, exacerbant ainsi des émotions qui sont souvent les nôtres. En 3e position, West Side Story, version Steven Spielberg, film qui malheureusement s'est écroulé au box-office, mais quel spectacle! Et le patron a presque réussi l'exploit de transcender une première version cinématographique déjà exceptionnelle, notamment grâce à des jeunes actrices et acteurs qui se sont révélés ici au grand public, notamment Rachel Zegler ou encore Ariana DeBose, sans oublier le retour de Rita Moreno, présente dans l'œuvre de 1961, et qui ici nous offre peut-être la scène la plus touchante de l'année, du moins l'une d'entre elles, vers la fin du film, mais je n'en dirai pas plus.
Au final, le seul petit bémol du film serait peut-être la prestation un peu trop lisse d'Ansel Elgort, mais ça ne suffit absolument pas à gâcher l'ensemble qui regorge d'idées cinéma, de grandiloquence certes, qui peut paraître un peu too much, mais franchement, dans une comédie musicale telle que celle-ci, on n'attendait pas autre chose. À la deuxième position, The Father de Florian Zeller, qui aurait très bien pu être mon film de l'année. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Il faut dire que quand je l'ai visionné, j'étais dans un état particulier. Il fallait que je voie ce film à ce moment précis. Clairement, c'était écrit. Et la prestation iconique d'Anthony Hopkins, qui nous offre ici l'une des partitions les plus émouvantes de sa richissime carrière, suffit à transfigurer un film déjà brillamment mis en scène par le français Florian Zeller et qui en plus est secondé par la présence de Olivia Colman qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce qu'elle aussi c'est une actrice vraiment remarquable. Voilà un métrage profondément intelligent qui parle de quelque chose, on va dire, déjà traité, la fin de la vie, la démence, mais d'un point de vue particulier qui laisse le spectateur imaginer ce que cela pourrait être, et c'est vraiment déchirant, tout simplement. Grand film que ce The Father. Et nous voici arrivés au bout de ce bilan, de ce classement 2021, mon film préféré de l'année, Annette, une comédie plutôt tragédie musicale, brillamment orchestrée par Léos Carax à la mise en scène et les Sparks à la bande originale, avec ce duo d'acteurs remarquable, Adam Driver qui mériterait selon moi un Oscar pour sa prestation, mais sera-t-il simplement nominé, et Marion Cotillard, une histoire d'amour impossible, ou du moins devenue impossible à cause d'une célébrité qui a clairement rendu fou l'un des deux. Et de cette union malheureuse va tout simplement naître Annette, une petite fille particulière qui sera manipulée, utilisée à des fins commerciales. Et là, alors, on rentre dans le drame absolu. Certes, oui, Carax fait souvent dans l'excès avec beaucoup de chansons, des scènes très théâtrales, voire opératiques, mais il a voulu fantasmer quelque chose ici et mettre ses personnages au milieu de leurs cauchemars, de leurs rêves, de leurs illusions, tout en critiquant cette industrie qui les a aliénés, sans oublier pour autant d'émerveiller et d'émouvoir les spectateurs en offrant à ceux-ci des grands moments de cinéma, ne serait-ce que la scène d'introduction en plan séquence, le moment où le chef d'orchestre, brillamment interprété par Simon Helberg, s'adresse à la caméra tout en dirigeant ses musiciens, et évidemment cette fin qui va vous faire verser des larmes, si tant est bien sûr que vous ayez été captivé par le film. Bref, j'avais envie de dire merci Monsieur Carax, et clairement, je ne pouvais pas mettre autre œuvre en première place d'une telle année de cinéma, puisque ce film, c'est le cinéma, à mes yeux. Voilà qui conclut donc ce petit bilan en mode podcast d'une année, mais d'une richesse absolue. Bien évidemment, ceci n'est que mon avis. Vous avez le droit de détester les films que j'ai aimés et peut-être d'avoir aimé des films que je n'ai pas appréciés. L'espace commentaire vous est ouvert et on comparera entre nous ces œuvres qui nous auront marqués ou pas. En tout cas, il ne me reste plus qu'à conclure en vous disant à la prochaine, en espérant que 2022 soit aussi prolifique niveau cinéma. Ciao!